Bon ben, bonsoir, on va commencer notre première conférence vu que la précédente a été annulée. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du transport et des mobilités durables en matière touristique. Donc je vais vous faire une petite introduction, puis ensuite on laissera la parole, bien entendu, à notre conférencier. Donc en France, le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Selon le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le transport représente 27,8% des émissions nationales en 2012. Le transport routier est responsable de 92% de ces émissions. Malgré une sensibilité environnementale accrue, on constate une grande inertie pour changer les pratiques. Les mesures coercitives sont indispensables pour réduire la place de la voiture, mais elles sont indissociables de mesures incitatives. Or, le contexte actuel de restrictions budgétaires pour les collectivités locales est un frein important au développement de nouvelles offres de transport. L'heure est désormais à l'optimisation de l'utilisation de l'offre existante. Les enjeux pour la mobilité se trouvent désormais plus dans l'information que dans les infrastructures. Qu'en est-il des mobilités dans le domaine du tourisme durable? Rappelons en quelques généralités le tourisme durable et considérons que le transport constitue une dimension importante de ce tourisme. Le tourisme durable, pour certains, est une valeur et pour la majorité, une pratique. Vu sous l'angle des valeurs, il renvoie à la notion de soutenabilité écologique, économique et sociale. Il renvoie aussi aux notions de solidarité, d'équité, de responsabilité et bien sûr de partage. Vu sous l'angle des pratiques, le tourisme durable se décline en tourisme de nature, écotourisme, tourisme communautaire, voire de slow tourisme. Il s'agit de voyager responsable vers des espaces à préserver et vers des populations locales dont il faut assurer le bien-être. Quid maintenant des mobilités touristiques durables? On doit ici distinguer le déplacement pour arriver à la destination et le déplacement une fois à destination. Pour venir à la destination, l'offre est souvent contrainte pour les longs courriers. Pour les distances plus courtes, l'offre est davantage diversifiée, surtout depuis la libéralisation du transport par bus et le développement du numérique. D'ailleurs, on pourrait penser que l'économie digitale favoriserait l'émergence de mobilités durables. Or, quelle n'est pas notre surprise quand on regarde les applications les plus populaires, comme Blablacar, Drivey, WeCar, sans parler d'Uber. Paradoxalement, c'est la voiture individuelle qui est mise en avant. En fait, le numérique permet pour l'instant d'automatiser certaines fonctions, comme la conduite, le paiement, l'information en temps réel et les réservations. S'agissant des déplacements sur la destination, il s'agit individuellement d'utiliser les transports moins polluants et collectivement de proposer des alternatives à la voiture, en particulier des transports en commun propres. Ce genre de mobilité peut être un vecteur de dynamisme touristique, comme l'a montré une étude de Laurie de l'Église à propos du vélo à assistance électrique dans le Rhône. En fait, les transports en commun posent la question du conflit d'usage entre les habitants et les touristes. Les transporteurs, financés par les collectivités locales, ont pour première mission de transporter les habitants. Il y a donc du travail à fournir pour changer d'époque et je compte sur notre conférencier pour nous aider à le faire. Ça fonctionne, merci. Bien, bonsoir à tous. Donc moi je suis Jean-Marc Bernini, le directeur du pôle Île-de-France Est pour Transdev. Et ce soir je vais vous proposer un petit plan, en espérant que les chiffres que je vais annoncer sont les mêmes que les vôtres. C'est toujours délicat. Donc, dans une première partie, je vous ferai une présentation de Transdev et ce qui vous permettra de me situer dans le groupe. Ensuite, on parlera bien évidemment de l'écomobilité, des modes doux, et puis je dirai quelques mots sur le projet que nous avons sur Marne-la-Vallée. Donc, le groupe Transdev, pour ceux qui le connaissent, c'est un groupe issu de deux grandes familles, donc 50% actionnaire à la Caisse des dépôts et l'autre actionnaire étant Veolia Environnement, les deux ayant fusionné il y a quelques années pour donner ce leader de mobilité au monde avec ses 86 000 collaborateurs et plus de 40 000 véhicules répartis un petit peu sur toute la planète. Donc ce qu'on constate, c'est que le cœur de l'activité reste en France avec ses 2,5 milliards, avec une grosse partie en Hollande, Connexion qui est une filiale quasiment exclusive sur le transport à la demande, c'est assez impressionnant. Plus d'1 milliard en Amérique du Nord et puis un petit peu partout dans les divers pays, comme vous pouvez le constater. Ce qui fait que nous sommes présents dans un peu plus de 20 pays. En ce qui concerne la France, donc nous sommes organisés en 16 régions régionales, donc 12 en province et 4 en Île-de-France, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce qui va vous donner effectivement la cartographie de l'Île-de-France, et plus précisément, si je passe sur la mienne, donc moi je suis responsable de toute la Seine-et-Marne, ce qu'on appelle le pôle Île-de-France Est, qui représente à peu près 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 1150 véhicules et un peu plus de 2000 collaborateurs,
ce qui en fait le plus gros pôle régional de France pour Transdev. Si je reviens un petit peu en arrière, les autres pôles tournant autour de 110-120 millions d'euros. Donc la Seine-et-Marne est un département quasiment exclusivement desservi par Transdev. Si je reviens un peu sur l'Île-de-France, l'Île-de-France, comme dans beaucoup de métiers, c'est le cœur du réacteur. C'est peut-être c'est 20 à 15% du chiffre d'affaires, mais c'est presque 80% du résultat. Donc une forte activité. Et vous voyez que Transdev est réparti d'une façon très homogène dans l'Île-de-France, surtout en petite et grande couronne, puisque je vous rappelle que la RATP représente 4000 véhicules, 4000 bus, uniquement intramuros Paris. Et Transdev, c'est 3000 véhicules, 3300 véhicules, donc répartis sur toute l'Île-de-France. Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la Seine-et-Marne, ça représente un tiers de l'activité Transdev en Île-de-France, un tiers du parc et un tiers des effectifs. Donc voilà, donc j'ai cette, pas lourde chasse, mais cette charge intéressante de gérer toute la mobilité de la Seine-et-Marne. Alors comment sortir du tout diesel? Ça c'est une question qui intéresse tout le monde. Mais avant de parler de solutions, on va essayer de comprendre quels sont les polluants et quels sont les effets. Donc les enjeux pour les réseaux, pour nous, c'est réduire la consommation de carburant non renouvelable et réduire les émissions des polluants. En effet, ce qu'on constate, c'est aujourd'hui on a un problème de santé publique, on a un problème de déréglementation climatique et on a aussi un problème de ressources d'énergie fossile qu'il faut gérer. Donc le premier, il y a trois grandes familles, il y a trois polluants et gaz à effet de serre. Donc le premier que tout le monde connaît, c'est le CO2. Donc c'est un gaz à effet de serre. Donc c'est pas un polluant comme on le verra plus tard, c'est un gaz à effet de serre qui est directement lié au carburant, complètement linéaire. Puis quand on brûle tout simplement de l'énergie fossile, on dégage du CO2. Donc c'est complètement linéaire. Plus on brûle, plus on consomme, plus on émet des CO2. Et en fait, il y a un calcul qui est très simple. 1 litre de gazole égale 2,6 kg de CO2. Donc ça, c'est mathématique. Plus on brûle, plus on consomme du CO2. Et on voit que le transport routier, qui est en rouge, a pris la plus grosse part aujourd'hui dans la répartition des émetteurs, suivi de près par l'industrie et également par le résidentiel et le tertiaire. Donc ça, c'est la répartition en 2010. Ce n'est pas souvent mis à jour. Ce sont les dernières informations que nous avons à disposition. Donc on a vu que l'évolution, elle est claire. Dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de transport routier. Et plus on avance dans le temps, plus la part du transport routier, tout mode confondu, devient maintenant l'émetteur principal. Ensuite, nous avons deux polluants. Donc le premier, c'est les oxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx. Souvent, on entend parler des NOx dans la presse. Donc les NOx, en fait, c'est des polluants qui sont émis par la combustion du diesel. Voilà, c'est un polluant qui sort effectivement comment dirais-je, qui est lié à la combustion de combustibles fossiles. Et donc là, effectivement, le transport routier, c'est plus de la moitié des NOx qui sont émis dans notre vie quotidienne, suivi toujours de près par le tertiaire et l'industrie manufacturière. Et enfin, les particules fines, qu'on entend également souvent parler dans la presse, donc comme le nom l'indique, c'est les particules fines. Il y en a deux catégories, donc on appelle les PM10 et les PM2,5. Donc les premières sont inférieures à 10 micromètres. Donc ces premières particules ne sont pas très dangereuses puisqu'elles sont retenues, comme on voit, au niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. Les plus inquiétantes sont les PM2,5, donc des particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, qui, elles, vont jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Donc c'est ces particules fines qui sont dangereuses pour la santé publique. Et effectivement, le transport n'est pas le principal émetteur, puisqu'on voit que le résidentiel et le tertiaire sont largement émetteurs, mais le transport routier vient juste derrière, d'où l'importance de cette lutte contre ce polluant. Donc ce qu'il faut retenir dans le transport, on lutte contre trois choses en fait. L'émission de CO2, qui est un gaz à effet de serre, et deux polluants, les particules fines et les dioxydes d'azote, qui sont liés directement à la santé publique. Vous m'arrêtez s'il y a des questions en cours ou autre chose. Donc j'essaie de faire simple, sachant que ce n'est pas ma spécialité, mais pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Donc quel est l'objectif pour nous, transporteurs, et quelle transition? Donc on s'aperçoit aujourd'hui, et on verra plus tard à quoi correspondent les normes, que le 80% du parc fonctionne au diesel et un petit 20% au GNV, avec quelques véhicules en expérimentation qui sont électriques ou hybrides.
Donc notre question à nous, c'est quelle transition énergétique pour demain? Est-ce que c'est de l'Euro 6, comme on va le voir? Est-ce que c'est du GNV? Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce que c'est l'électrique? Donc la question se pose, sachant que la loi de transition énergétique nous impose qu'en 2020, 50% des véhicules soient à énergie propre et en 2025, 100% du parc. Aujourd'hui, la première mesure qui a été mise en place concerne Paris, puisque depuis le mois de septembre, les véhicules Euro 3, donc la norme Euro 3 qu'on verra tout à l'heure, donc les véhicules qui datent de plus de 2000, sont interdits dans Paris. Donc nos véhicules, et on verra que sur le parc, on en a encore beaucoup, donc les véhicules Euro 3 n'ont plus le droit de rentrer sur Paris depuis le mois de septembre dernier. Donc les pistes de solutions, il y en a plusieurs. Donc la première, c'est l'évolution des motorisations. On verra tout à l'heure qu'on est passé, il y a eu 6 normes qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années. Donc on est passé de la norme Euro 1 à Euro 6 qui commence à se mettre en place. On a les carburants alternatifs, donc les biocarburants, le GNV, le bio-GNV. Et puis on a une action sur la réduction de la consommation qui concerne plus particulièrement les véhicules hybrides, comme on le verra tout à l'heure. Tout ça, ce sont des réponses qui sont aujourd'hui possibles, mises en place et déjà opérationnelles. Ensuite, on a des solutions qui commencent à voir le jour, mais qui ne sont pas encore opérationnelles, ou en tout cas sous forme de prototype. Donc on a les véhicules électriques, full électriques, les modes électrifiés via la pile à hydrogène, et puis la recharge par biberonnage. On verra tout à l'heure à quoi correspond tout ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous transmettrai les slides, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour retenir. Pour couper un peu les images attendues, donc en termes d'émissions de CO2, on a un petit peu ici la comparaison entre ce qui existe et ce qui va exister. Et c'est intéressant de voir que le gaz naturel par rapport au diesel 3, en termes d'émissions de CO2, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et plus on avance dans la technologie et plus on avance dans l'électrique, eh bien on a une de plus en plus avantageux dans le terme d'émissions de CO2. Effectivement, le full électrique et l'électrique à biberonnage sont des solutions qui ne sont pas encore opérationnelles, mais qui sont en train de le devenir et qui vont permettre effectivement d'émettre moins de CO2. Quand on parle aussi de transition énergétique, on a des coûts des infrastructures. Donc aujourd'hui, le diesel, qu'il soit Euro 3, Euro 6, on verra tout à l'heure la différence, n'ont pas besoin d'infrastructures supplémentaires. Donc c'est simple, on achète un véhicule et c'est le véhicule, par sa motorisation, qui permet effectivement une faible émission. On a l'hybride, effectivement, qui est un peu plus cher, puisqu'il y a des installations spécifiques au terme des ateliers. Et plus on avance dans les autres technologies, plus on a un coût des infrastructures importantes. Donc quand on a du GNV ou l'électrique autonome, par exemple, il faut une installation supplémentaire au dépôt. Quand on parle de GNV, il faut mettre une station de compression, par exemple, ce qui est un coût supplémentaire. Le véhicule coûtant aussi un peu plus cher. Et puis, les coûts très élevés sont tout ce qui est trolley électrique et véhicules à biberonnage, où effectivement, il faut installer une infrastructure, non seulement au dépôt, mais en plus dans les collectivités, dans villes. On voit les sites propres, on voit les tramways. Donc ça a des coûts très importants. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions par rapport au territoire. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. D'abord, il y a l'intégration urbaine. Alors, il y a entre les villes nouvelles, les villes anciennes, les villes historiques. Donc on ne peut pas avoir la même solution. On imagine mal créer un site propre ou un tramway dans une ville historique. En revanche, dans une ville comme Marne-la-Vallée, dans une ville nouvelle, on peut, avec le foncier, prévoir quelque chose de plus dur. La configuration des arrêts, les sites propres, l'aménagement des dépôts, tout ça, c'est en fonction effectivement de l'intégration urbaine. Et puis il y a les paramètres de la ligne. Est-ce que c'est une petite ligne, une grosse ligne, du TAD, du transport à la demande? Donc tout ça vient aussi influer sur le mode de fonctionnement qu'on va avoir. Et puis, autre élément intéressant, c'est la disponibilité des ressources. Donc on verra tout à l'heure sur Marne-la-Vallée, on parlera de bio-GNV. Il y a des endroits, effectivement, on peut se permettre des choses intéressantes. Voilà, donc ça c'était la première partie sur la problématique en général. Et maintenant, on va voir ce qu'il se fait. Et tout à l'heure, je vous parlais de normes. Donc, on peut voir sur ce schéma l'évolution de la motorisation du diesel. Donc, effectivement, pendant une cinquantaine d'années, le diesel a vécu, comme certains peuvent le comprendre, avec l'avancée plutôt de la voiture, mais sans se soucier de la pollution, mais surtout en termes de performance, de vitesse ou autre chose. Et à partir de 1993, on a commencé à mettre des normes sur les véhicules pour effectivement diminuer la consommation. Alors, au départ, ces normes ont vocation à diminuer la consommation et pas forcément à diminuer la pollution, ce qui était le leitmotiv au départ.
Et donc vous voyez le grand carré, en fait, donc on a une partie, les particules fines, et sur l'autre partie, les NOx. Donc aujourd'hui, nous sommes à la norme Euro 6, la toute dernière, qui commence à se mettre en place. Donc tous les véhicules, transport en commun, bus et cars, qui sortent aujourd'hui sur le marché, sont obligatoirement en Euro 6. Voilà. Et vous voyez que la norme Euro 6 par rapport à la norme Euro 1, donc on a diminué de 97% les particules fines, 95% les NOx et 80% le CO2. Donc, contrairement peut-être à certaines idées reçues, le diesel pollue de moins en moins. Donc la solution diesel, avec les nouvelles motorisations et les nouvelles normes, n'est pas une solution à exclure totalement de certains paysages, d'autant qu'aujourd'hui, tous les véhicules qui sortent propres, entre guillemets, concernent uniquement les véhicules urbains, les bus. Tout ce qui est car, autocar, si on parle de tourisme, les autocars sont à la norme Euro 6, mais il n'y a pas d'autres développements que la norme Euro 6. Voilà. Alors, plusieurs choses. Donc, changer de carburant. Donc, on a le gaz naturel. Donc, effectivement, le gaz naturel, c'est un autre carburant que le diesel. Il a ses avantages. Effectivement, il y a plus de ressources que le pétrole. Mais c'est pas une ressource. C'est une ressource fossile. Il y a une option qui est sur le biogaz, on le reverra tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, le gaz peut devenir un carburant renouvelable. Bon, l'inconvénient, effectivement, c'est que ça nécessite des installations importantes au dépôt sur une longue durée et des coûts de maintenance, d'achat supérieurs aux standards. Mais on l'a vu tout à l'heure, en termes d'émissions de CO2, le constat est un peu limité et c'est dommage. Le biocarburant. Donc le biocarburant, effectivement, c'est la méthanisation des déchets. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est ce qui commence à évoluer. Donc on a vu qu'en 2016, donc toutes les stations qui se mettent en place aujourd'hui pourront fournir environ le carburant pour 120 bus, ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle de la France. Et puis plus on va aller, plus ça va être crescendo. On espère qu'effectivement, d'ici 2020, on pourra alimenter 10 000 véhicules. Ça nécessitera des investissements de la part des collectivités. Donc on a deux acteurs aujourd'hui. Hein, c'est l'acteur historique GNVR, qui était une filiale d'EDF à l'époque, qui est devenue Engie, et nouvel entrant Air Liquide qui s'intéresse fortement à ce marché. Le biocarburant, donc c'est une filière qu'on n'a pas trop développée. Hein, on a vu de temps en temps des bus qui roulaient au diester, des bus qui roulaient à éthanol. Donc il y a toute une série de biocarburants. Le souci, effectivement, que ce n'est pas un outil qui est validé à grande échelle. Donc, il y a eu des expérimentations, ça fonctionne, mais ce n'est pas quelque chose qui est retenu à grande échelle. Donc je pense que ces biocarburants n'iront pas plus loin que l'expérimentation qui a été faite déjà depuis plusieurs années, mais qui n'aboutit jamais en fait. Voilà. Autre piste, donc réduire la consommation et pas changement de carburant, donc les bus hybrides. Donc le principe du bus hybride, c'est une partie électrique et une partie diesel. La partie électrique reprenant le dessus sur le diesel au moment où le bus a besoin de plus d'énergie, autrement dit à l'accélération. Et on a un phénomène de rechargement des batteries quand le bus décélère. Alors, quand je freine, j'accumule les batteries. Quand j'accélère électrique et le diesel vient simplement alimenter le bus quand il est en pleine inertie. Hein, c'est exactement pareil pour les voitures. La consommation et la pollution se fait au démarrage puisqu'on appuie sur l'accélérateur pour décoller le véhicule. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le plus de consommation et donc de pollution. Donc la partie électrique vient à ces moments-là. Donc effectivement, ça permet d'avoir beaucoup de gains de consommation, hein, quasiment 25%. Et puis en termes de bruit, hein, puisque le véhicule démarre électrique, donc ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc on a à la fois un gain électrique, un gain sur le bruit, qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est les véhicules hybrides, ça existe, ça fonctionne. Il y en a déjà sur Marne-la-Vallée. Donc c'est un bus standard, ça ne se voit pas, c'est simplement dans la motorisation et dans le fonctionnement du véhicule. Sur les bus hybrides, donc effectivement, on vient de le voir, la pollution est un peu moins importante. L'investissement est un peu plus lourd. Un véhicule hybride, c'est 20 à 25% plus cher qu'un véhicule standard. Donc là encore, on revient sur des coûts. Bon, il y a un peu plus de confort. Hein, dans tout ça, nous venons de le voir. Bon, rien de plus à rajouter sur ces solutions. La solution électrique. Alors aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas, mais à Gretz-Herminvilliers, il y a un constructeur de bus électriques, mais de petits bus électriques, depuis toujours en fait, qui nous fournit. Donc le minibus électrique, les navettes de 10-15 personnes, fonctionnent aujourd'hui, ça existe, c'est des petites capacités.
On les retrouve surtout en centre-ville, souvent historique, pour faire des navettes, des boucles. Dans beaucoup d'endroits touristiques, on le voit, Bayonne, La Rochelle, Arcachon. Donc c'est dans tous ces centres historiques, il y a beaucoup de touristes, qu'on rencontre des navettes souvent gratuites, hein, c'est une décision politique. Donc le bus électrique, ça fonctionne, des petits bus électriques, pour des raisons de capacité, pour des raisons d'autonomie, on voit 100, 120 km et 15 à 25 places. Et donc ces bus sont fabriqués à 30 km d'ici, tout le monde ne le sait pas, mais le nom de l'entreprise se perd, mais ça Gretz Armainvilliers. Les bus standards, donc ça c'est ce qui intéresse les constructeurs et les transporteurs, puisque, comme vous le voyez souvent sur Marne-la-Vallée, les bus, c'est souvent des bus articulés, donc 100, 120 personnes, ou des bus standards. Et remplacer les bus actuels par des minibus, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, le bus électrique standard, donc ce qu'on appelle le standard, c'est le 12 mètres, avec une capacité de 90 personnes, arrive sur le marché, arrive en France parce qu'il existait déjà à l'étranger. Et donc on a 3 catégories de bus électriques, hein. Donc le full autonome. Le full autonome, c'est comme la voiture. On rentre le soir au dépôt, on branche, on recharge les batteries et il fait sa journée en toute autonomie. On a le véhicule à biberonnage que nous avons expérimenté sur l'aéroport de Nice, par exemple. Donc à chaque arrêt, il y a un remplissage rapide qui permet au véhicule de faire 2-3 arrêts. Voilà. Donc en fait, on n'est pas en full autonomie. Il faut recharger à l'arrêt. 3-4 arrêts, on recharge, 3-4 arrêts, on recharge. Ce qui fait qu'on a une autonomie illimitée. Mais ça nécessite des infrastructures lourdes sur la ligne. Et puis les véhicules à captage permanent. Donc là, on est sur du trolley, des infrastructures lourdes. Ça fonctionne dans certains pays. En tout cas, ce qu'on commence à expérimenter, ce qui va arriver dans les prochaines semaines sur le marché, c'est le véhicule full électrique. Donc on a pu le voir dans la presse, la RATP, les transporteurs, les groupes font venir les premiers véhicules électriques qui vont être en test dans les prochaines semaines. La pile à hydrogène, c'est aussi dans les tuyaux. Ça ne fonctionne pas encore, c'est même pas en prototype, hein, c'est à titre expérimental dans les usines. J'ai eu l'occasion de le voir. Donc effectivement, là, c'est une pollution complètement inexistante et une autonomie importante. Donc aujourd'hui, les bus à la fois électriques qui sont proposés et les produits qui sont à venir comme pile à hydrogène nous permettent d'assurer un service complet sur une journée, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'autonomie aussi entre 300 et 400 km, ce qui est largement suffisant pour effectuer un service. Donc les premières conclusions par rapport à ces solutions, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une solution qui est mature, enfin il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions en fait en termes de mise en place de la transition énergétique, hein. Il y a des solutions plus ou moins matures, plus ou moins adaptées par rapport à l'environnement. Il y a une stratégie qui est à construire par réseau. Hein. Le problème de Marne-la-Vallée, ce n'est pas le problème de Melun et ce ne sera pas le même problème que Meaux. Meaux fonctionne en gaz naturel depuis déjà 15 ans. Et puis effectivement, il y a toute une mutation anticipée et on va un petit peu vers l'inconnu, puisqu'aujourd'hui le bus électrique, on va l'expérimenter, ce n'est pas encore fait. L'hydrogène, ça arrive. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça a un coût très important. Si je prends l'échelle de 100 par rapport à un véhicule standard, un véhicule hybride, c'est 120. Un véhicule hybride, oui, c'est 120, 130. Non, un véhicule gaz naturel, c'est 120, 130. Hybride, c'est plutôt 150. Et le full électrique, on n'a pas de prix. Donc on va certainement osciller autour des 500 000 euros, hein, puisqu'un véhicule standard, c'est 250 000 euros. Un bus diesel standard, 250 000 euros. Un bus électrique, on s'en va vers un 500 000 euros pour le même service. Avec l'interrogation sur les batteries, puisque le bus électrique, il y aura des batteries. Les batteries, ça n'a pas une vie, ça n'a pas la même durée de vie que le véhicule. Donc aujourd'hui, la grosse question des transporteurs, c'est quid des batteries, comment on les recycle, comment on les traite, est-ce qu'on les loue, est-ce qu'on les achète. Donc il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues, sans compter l'installation au dépôt. On sait aujourd'hui si on met 3-4 véhicules, 7-8 véhicules électriques sur un dépôt, ça nous pose des problèmes d'alimentation. Donc il va falloir créer des sous-stations électriques pour éviter que le quartier saute, entre guillemets, hein, puisqu'il n'y aura pas assez de puissance pour recharger les véhicules électriques. Donc le full électrique, c'est beau, l'idée est séduisante, mais derrière, ça génère beaucoup de problèmes, à la fois dans les dépôts au niveau des installations, à la fois dans le financement du transport public, et puis dans l'idée de durabilité, des batteries. Un bus électrique, si on prend
l'effet carbone en fait, de l'ensemble du bus électrique, c'est beaucoup plus polluant qu'un bus standard, hein, et surtout par le traitement des batteries. Voilà. Donc si on prend comment on appelle ça, le calcul de taux de carbone, ou j'ai plus le nom en tête, c'est un véhicule sur sa durée, en fait, qui est entre sa construction, la consommation et le retraitement des déchets, qui est plus polluant qu'un bus standard. Donc quand on va beaucoup plus loin dans la démarche, on s'aperçoit que ce n'est pas si propre que ça. Voilà un petit peu pour cette première partie. Et ce qu'on va évoquer dans la deuxième partie, c'est nous ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Voilà. Ce qu'on vient de voir, c'est pour les réseaux structurants. Donc on a beaucoup de voyageurs, un terminal A, un terminal B, de rabattement sur gare. Et en fait, ce n'est pas des réseaux qui vont jusque devant chez vous. Il y a toujours ce premier kilomètre, ce deuxième kilomètre, où il faut aller d'une première station. Et c'est là qu'effectivement, on peut intervenir. Donc voilà, le premier kilomètre, c'est quand je pars de chez moi, je vais jusqu'au bus, et du bus au travail. Voilà. On a tous pris le bus ou le train. Effectivement, il y a un laps de temps, un trajet à effectuer. Et c'est là qu'effectivement, on perd beaucoup de clients, ou on perd beaucoup en déplacement, puisque souvent, par facilité, on prend sa voiture, soit pour aller à la gare, soit pour aller au bus, ou soit pour directement aller travailler. Donc l'enjeu, c'est le rabattement vers ces grandes lignes structurantes, où là, effectivement, on pourra alimenter par des véhicules propres. Donc comme on voit sur ce dernier schéma, donc 40% des clients actuels font facilement 5 minutes à pied. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zone de chalandise, autour d'un arrêt de bus. Voilà, on a 5 minutes à pied, ça ne pose pas de problème. Entre 400 mètres et 1 km, on a 10 minutes. Et là, effectivement, nous, on estime qu'il y a 20% de clients potentiels qui pourraient venir, à condition, effectivement, d'organiser le transport. Et puis, au-delà d'un kilomètre, entre 1 km et 4 km, on estime effectivement à 10% de clients potentiellement nouveaux, en fonction du mode qu'on pourrait développer par rapport à ce fameux kilomètre. Donc les premières solutions qu'on a, effectivement, on a tous un smartphone, donc c'est l'information voyageur, c'est en temps réel, c'est comment je fais pour aller de chez moi à l'arrêt de bus, c'est aussi l'information sur le terrain. On voit sur le premier carré en bas, on a expérimenté sur Sénart par exemple, de guider en fait de guider en termes de temps, et pas en termes de kilomètres ou en termes de mètres, le prochain arrêt de bus qui est concerné. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont simples, qu'on ne pense pas forcément mettre en place, mais en fait, on commence à parler de temps et pas forcément de distance. Voilà, votre prochain arrêt de bus, c'est à 3 minutes à pied, 5 minutes à pied. Et puis, un tas de choses qui sont importantes quand on fait de l'information voyageur. On l'a souvent vu dans les gares, par exemple. Dans nos gares routières, par exemple, on fait en sorte de mettre le plan dans le sens de la lecture et pas dans le sens inverse ou à l'envers, en fait. Ce qui permet aux usagers de faciliter, de voir comment il va se déplacer. Donc, on a beaucoup refait nos plans, nos gares routières, nos informations voyageurs pour effectivement faciliter le dernier kilomètre en termes d'accessibilité. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent faire quelques mètres en plus pour avoir plus d'offres de transport. Donc l'information voyageur, surtout par smartphone maintenant, est de plus en plus prisée. On a effectivement les solutions vélo, donc qui arrivent de plus en plus. Effectivement, le vélo, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus rapide de se balader en ville. Et donc, ce que propose Transdev et d'autres, hein, c'est au-delà de Vélib, hein, Vélib, tout le monde, entre guillemets, tout le monde le fait, mais Vélib, c'est un système pour se déplacer d'un point A à un point B en laissant son vélo. Ce qu'on propose, nous, c'est les solutions pour sécuriser les parcs vélos en gare. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voulez venir en gare avec votre vélo, vous avez envie de le récupérer le soir. Donc Transdev et d'autres proposent des solutions pour effectivement sécuriser le vélo et permettre à plus en plus de personnes de venir à la gare ou ailleurs en vélo. Et on voit dernièrement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais maintenant, la loi nous autorise, nous demande d'indemniser en termes de frais kilométriques les personnes qui viennent travailler en vélo. Jusqu'à maintenant, la loi nous autorisait à donner des indemnités kilométriques pour les employés qui viennent travailler en voiture, une sorte d'indemnité. Donc maintenant, pour inciter les gens à venir travailler, l'entreprise peut ou doit, je ne sais pas très bien, donner des indemnités kilométriques aux salariés. Donc on se rend compte que le vélo commence à reprendre sa place dans le paysage. L'autopartage, donc effectivement, c'est pas encore dans les mœurs de partager sa voiture, mais ça peut devenir une solution intéressante. Aujourd'hui, l'autopartage est électrique. Donc on va développer certainement cette option avec Village Nature
voir les hôtels de Marne-la-Vallée, puisque effectivement, quand on vient sur Marne-la-Vallée en transport en commun, on a peut-être besoin d'une voiture pour se déplacer. Et l'autopartage, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très bien. Et moi, je l'ai expérimenté sur mon parc de voitures de service. Bon, déjà, c'est une première solution pour une gestion de flotte intéressante. Donc, il n'y a pas une voiture pour chaque cadre ou pour chaque salarié. Il y a un parc de voitures qui est optimisé par l'autopartage. Donc voilà, on va sur Internet, on réserve sa voiture en fonction de ses besoins et on a un pass pour avoir la voiture. Donc plus de problème de clé à l'atelier pour savoir qui l'a pris, plus de problème de timing. Tout ça, c'est réglé. Donc en fait, l'autopartage, c'est un produit qui est peut-être mal connu ou mal développé. La première utilité, c'est pour les flottes, pour optimiser les flottes au sein des services et peut-être au niveau des collectivités. Bon. Et enfin, le transport à la demande. Donc le transport à la demande qui se développe beaucoup en Seine-et-Marne, on en a quelques-uns sur le Pont-Thierry, sur Nemours, sur la Ferté-Gaucher, sur la Brie. Le TAD, c'est la solution pour desservir d'une façon ponctuelle les réseaux où il n'y a pas beaucoup de clients à la demande, c'est le transport à la demande, qui rabattent effectivement soit sur les gares, soit sur les lignes plus structurantes. Donc là, c'est chaque collectivité, c'est une solution qui vient en plus des réseaux structurants pour effectivement bien drainer le territoire où est-ce qu'il est appliqué et puis apporter une solution de transport, pas forcément avec des moyens lourds, pas forcément en ligne régulière, mais adaptée par rapport à des besoins légers, mais qui permettent aux gens d'effectuer ce premier kilomètre ou ce dernier kilomètre. Voilà pour les principaux modes doux. Et enfin, pour terminer, sur le projet de Marne-la-Vallée, donc vous avez une belle vue aérienne du dépôt de Marne-la-Vallée, pour ceux qui arrivent à se situer, donc à Bailly-Romainvilliers. Donc aujourd'hui, la flotte de Marne-la-Vallée, c'est 100% diesel, comme beaucoup de flottes en France. Et on a l'idée, avec l'ouverture de Village Nature et la collectivité, de transformer cette flotte diesel au gaz naturel. Tout simplement pourquoi le gaz naturel? Parce que ça nécessite des infrastructures, comme on vient de l'évoquer, lourdes. Et comme vous voyez sur le paysage, on a la place d'installer une station de compression. Alors plusieurs solutions pour le GNV. Soit on décide d'installer ce qu'on appelle le remplissage à la place. Donc là, effectivement, chaque place de véhicule, il y a un flexible avec une alimentation gaz et le véhicule se recharge lentement la nuit. Soit une alimentation, ce qu'on peut imaginer plus pratique, un remplissage rapide. Donc là, effectivement, c'est le plein normal. Donc le véhicule s'arrête. On a un gros compresseur qui comprime le gaz et qui l'injecte dans les bouteilles. Et le plein du véhicule se fait en une dizaine de minutes. Voilà. Donc l'idée qu'on a sur ce secteur, c'est d'avoir un mixte. À la fois une station de compression rapide pour l'urgence, ouvert au public, ouvert à d'autres flottes, ce qui se ferait certainement devant le dépôt. Et puis un remplissage à la place pour tous les véhicules qui finissent leur service de bonne heure et qui repartent tard en matinée. Donc la spécificité de Marne-la-Vallée, ce qui sera certainement une des premières, puisque le gaz naturel fonctionne déjà et, comme je disais tout à l'heure, il est déjà opérationnel sur Meaux, donc personne ne s'en rend compte, mais ça fait plus de 15 ans qu'effectivement, il y a 35 bus à Meaux qui fonctionnent au gaz naturel. L'idée de Marne-la-Vallée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de mettre en place une station de méthanisation pour recycler effectivement l'ensemble des déchets du secteur. Donc la méthanisation, c'est simple, c'est plutôt que de brûler les déchets, donc on les fait fermenter, ça produit du gaz, le gaz est épuré et il est réinjecté, alors soit directement dans la station de compression, soit directement dans le réseau local et qui alimente le gaz comme le ferait n'importe quel gazier. C'est le dernier slide qu'on peut noter, c'est que le biométhane en fait est quasiment propre par rapport au gaz naturel, qui est l'énergie fossile. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le slide. Donc par rapport au diesel, pétrole. Donc dans le carré vert, vous avez le premier à 124, qui est le biogaz en fait en termes d'émissions de CO2. Donc on est sur l'énergie fossile. Et en fait, à 5, 100% biométhane, on arrive à réduire de moins 97% l'émission de CO2 parce que c'est du biogaz et pas du gaz fossile. Donc là, on est vraiment sur une énergie renouvelable, ce qui va être intéressant. On a vu que la production est encore très limitée. Donc je pense que c'est une filière qui peut avoir son avenir et qui est également intéressante dans le recyclage des déchets. Donc voilà, j'espère pas trop avoir dépassé, laisser un petit peu de temps pour les débats. Alors je ne suis pas un spécialiste de
de la propreté. Mais j'ai essayé de vous donner un petit peu, très rapidement, les notions de ce que sont les polluants, de ce qui se fait, de ce qui va se faire, et puis des projets qu'on essaie de mettre en place dans le groupe. Et bien évidemment, je suis également là pour répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? Bonjour. Alors, merci pour votre intervention. J'aimerais bien savoir quel projet spécifique avez-vous en tête pour soit à Ceris ou quelques autres villes à Seine-et-Marne pour développer ces moyens de véhicules, notamment soit électriques ou hybrides, pour développer le tourisme. Merci. Pour le tourisme, c'est un peu compliqué. Donc, on a deux types de, si on parle purement transport, on a deux types de véhicules. On a le bus et le car. La différence, le bus, c'est le transport debout, ce qu'on a en ville, plancher bas. On s'arrête tous les 500 mètres, on prend des passagers, on les descend. Et on a le car, l'autocar, c'est voyage dans l'autocar. On peut par exemple prendre le cas de la loi Macron qui a autorisé les transporteurs à effectuer des lignes longue distance. Donc là, on a un autocar donc, qui vous transporte d'un point A à un point B, un groupe qui fait 500 km, 600 km. Et là, c'est du transport assis avec une ceinture de sécurité. Donc quand on parle de tourisme, il y a soit le réceptionnisme, comme sur Marne-la-Vallée, ou quand le tourisme vient de Paris en RER, ou par TGV, par l'avion, etc., j'estime qu'il a beaucoup s'il prend le transport en commun, c'est qu'il est intelligent, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile, quand on est touriste, de prendre les transports en commun à Marne-la-Vallée ou ailleurs. En France, c'est compliqué. Donc la relation entre le tourisme et l'écomobilité est un peu compliquée. Mais pour moi, il n'y a pas de lien, en fait. Voilà. Pour moi, ce qui est important pour le tourisme, c'est l'information voyageur. Comment j'oriente les touristes quand ils descendent de la gare. Moi, j'ai eu le problème à Fontainebleau. Fontainebleau, vous descendez de la gare, vous ne savez pas quel bus prendre pour aller au château. C'est simple. Le tourisme, on a eu des réunions il n'y a pas très longtemps. Il descend de la gare à Fontainebleau, il ne sait pas où aller prendre le bus pour aller au château. Alors que les solutions sont simples. Et là, on ne parle pas de mode électrique ou de mode hybride. Ça, c'est une couche supplémentaire qui vient s'adosser. Et pour moi, le lien entre le transport et le tourisme, il n'est pas par le véhicule propre, il est par l'information voyageur. Le touriste, quand il vient à Paris, quand il vient à Marne-la-Vallée, quand il va à Fontainebleau, il ne doit pas se poser de questions, ça doit être fluide. Il descend du train, hop, alors c'est une couleur, c'est un bus d'une couleur, c'est tout ce qu'on veut, c'est de la signalétique au sol, au mur, partout. Mais c'est ça le plus important pour le tourisme. Quand je descends du train, quand j'arrive à l'aéroport, comment je fais pour prendre le bus, comment je fais pour prendre le train. Après, effectivement, il y a les pouvoirs publics qui mettent en place des normes. Et nous, transporteurs, on essaie, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on suit ces normes d'une façon très réglementaire et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Le full électrique, le bus hybride, en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est une obligation. Enfin, le bus hybride, c'est une obligation. Chaque fois qu'on développe une ligne, le syndicat des transports parisiens nous impose un véhicule hybride. Donc on n'a pas le choix. On pourrait dire on n'en prend pas, on prend un véhicule hybride. C'est un choix de la collectivité, de l'autorité organisatrice. Le full électrique, aujourd'hui, c'est un choix d'expérimentation de Transdev qu'on va faire dès qu'il arrive. C'est la course à celui qui fera le premier, hein, comme partout. Mais on est sur le stade expérimental. Mais ce n'est pas nous qui allons décider, on expérimente. On arrive au problème fatidique qui paye. Voilà. On a vu un bus électrique, ça va coûter 2 fois plus qu'un bus standard. Et on a vu que dernièrement, la politique de la région Île-de-France était le pass Navigo, le même prix pour tout le monde. Donc on a baissé les prix. Donc il y a un problème entre je baisse le coût du transport et je veux des véhicules propres qui coûtent beaucoup plus cher. Au bout de tout ça, il y a un problème de financement. Donc pour moi, entre l'écotourisme, c'est sur un secteur comme Marne-la-Vallée, effectivement, il va y avoir des bus au gaz, ça va être sympa. Il va y avoir Village Nature, il va y avoir tout un environnement qui va être... Nous, on a intérêt à se confondre dans l'environnement. On ne peut pas ouvrir Village Nature avec des véhicules diesel. Ça n'aurait pas de sens. Donc on a un intérêt logique, territorial. Mais écomobilité et tourisme, c'est dans certaines villes, on l'a vu, c'est la navette électrique, c'est le vélo, c'est ce qu'on met à disposition. Mais il n'y a pas de lien direct entre les bus, les cars et le tourisme, en ce qui me concerne. La première chose pour moi, c'est l'information voyageur. Quand on veut se déplacer, vous les premiers, moi j'ai été à l'étranger, il y a des endroits où c'est facile de se déplacer, mais est-ce que vous avez pris un bus à l'étranger? C'est pas simple.
Donc imaginez un étranger qui vient à Marne-la-Vallée, comme il y en a beaucoup, c'est loin d'être simple. Déjà pour les usagers français qui prennent le bus d'une façon très occasionnelle, c'est pas simple, et je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est ça le problème numéro 1, en fait, c'est l'information voyageur pour les étrangers. Vous descendez de la gare RER en face, là, à Céris, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, en fait. Comment vous faites? Vous arrivez de Paris, vous sortez, on ne sait même pas où est le centre commercial, on ne sait même pas où est la Vallée Village quand on arrive. Il n'y a pas de panneau. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a deux choses, en fait. Tout ce qui est véhicule propre, c'est une volonté des pouvoirs publics et ou du transporteur. Et d'un côté, le tourisme, tout ce qui est car, tout ce qui est véhicule assis avec ceinture de sécurité, il n'y a pas de développement de véhicules propres, à part la motorisation qu'en Euro 6. Donc c'est un petit peu contradictoire. Et on a vu qu'avec la loi Macron, on met de plus en plus de bus sur la route. On est en train de créer des liaisons par route de plus en plus. Donc aujourd'hui, tout le monde veut faire du Paris-Montpellier, tout le monde veut faire du Paris-Lille. Donc on a multiplié les bus sur la route. Tout le monde perd de l'argent, pour l'instant. Donc c'est compliqué, en fait, là, de parler d'écotourisme quand on favorise le transport par la route avec des bus Euro 6, donc au diesel, et qu'on laisse tout le monde le faire. Voilà. C'est un petit peu les paradoxes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas trop de lien. Les villes touristiques historiques avec des cœurs de villes, comme on l'a vu, comme Bayonne, Arcachon, voilà, les collectivités s'organisent pour effectivement supprimer la voiture. On l'a vu aussi à Strasbourg, on supprime la voiture, on met que du tramway, que des rues piétonnes. Ça, oui, ça c'est l'écotourisme, mais c'est une décision de collectivité, c'est pas forcément une décision de transporteur. Moi, ma question, c'est au niveau de l'autopartage. Sur la zone Marne-la-Vallée, Val d'Europe, vous pensez qu'il est plus intelligent de faire un autopartage sans station, c'est-à-dire comme en Italie, la Cartugo, où il y a juste à réserver sur Internet et on la pose n'importe où dans la zone, ou un autopartage par station? Il n'y a pas de choix, en fait. Sur Paris, l'autolib, c'est effectivement, c'est comme Vélib. Je prends ma voiture, je me déplace, je la laisse. Stationner des voitures comme ça au hasard, c'est compliqué. Donc l'autopartage, si c'est une promotion qui est intéressante, si c'est bien organisé, ça peut être intéressant pour tout le monde. À condition que chacun y voie un intérêt, que chacun participe. Comme dans beaucoup de projets, la collectivité doit être moteur et doit montrer l'exemple. Moi, j'ai eu l'occasion d'installer l'autopartage à plusieurs endroits. On a installé une voiture et personne ne s'en est occupé. Bon, au bout de 6 mois, on l'a retiré parce que ça ne fonctionnait pas. Mais si la collectivité décide de dire moi je vais distribuer des cartes à l'ensemble de mes salariés parce que j'ai toujours un besoin d'une voiture et le parc n'est pas suffisant. Si je dis n'importe quoi, Pôle emploi avec quelques cartes à disposition et quand les chômeurs se déplacent pour aller chercher du travail, on lui prête la carte pendant 2 heures, il prend la voiture. Si les associations sportives, que je connais bien, ont toujours un problème de déplacement. Voilà. S'il y avait chaque fois, chacun prenait une carte et puis on utilise la voiture. Mais en fait, on est toujours sur un problème de promotion de l'outil et avant que l'usager, comme vous, comme moi, ayons dans l'esprit de partager sa voiture, ce qui n'est pas évident pour nous encore, c'est pas encore dans les mœurs. En revanche, au niveau des collectivités, des associations, il y a un tas de sujets qui sont intéressants. Je vous dis, moi le premier, dans ma flotte, sur Meaux par exemple, on a supprimé les voitures de service. J'ai mis le système autopartage dans mon entreprise pour gérer la flotte. Et j'arrive à mutualiser un peu mieux mes voitures. J'ai un meilleur suivi des voitures. Et plutôt que d'avoir des problèmes de clés, chacun a une carte, va sur Internet. Donc en fait, on peut utiliser l'autopartage d'une façon dérivée pour le promouvoir et lancer le produit. Mais je pense que si les collectivités ne sont pas motrices dans le sujet, on aura beau installer 3 voitures en face et 3 voitures plus loin, ça ne marchera pas, parce qu'on ne verra pas la voiture circuler, ça ne fonctionnera pas, et on ne donnera pas envie aux gens. Donc je pense que dans beaucoup de choses, il faut des éléments moteurs. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur l'un ou sur l'autre. Ce que je sais, que c'est Autolib coûte très cher. On est dans le marketing, dans la publicité. Ça fonctionne, mais c'est un peu un paradoxe de mettre Autolib dans Paris quand même. Favoriser la voiture dans Paris, c'est un peu compliqué. L'autopartage, en termes d'installation, c'est très simple. On met une station, c'est 3 places de parking. C'est un système qui est très simple, ça ne coûte rien. Mais par contre, il faut avoir l'envie de le promouvoir et de l'utiliser. Et pour moi, les collectivités doivent favoriser ce genre d'outils.
Donc moi, je le dis, je l'ai essayé à plusieurs endroits, je ne citerai pas les collectivités. On a inauguré et ça n'a rien passé pendant 6 mois. Donc ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas. Et moi, mon idée sur Marne-la-Vallée, sur l'autopartage, c'est de dire, il y a 5 hôtels sur le Val-de-France, il y a 3-4 hôtels sur le centre de Marne-la-Vallée. Moi, je serais prêt à installer 50 voitures sur Marne-la-Vallée, 3-4 dans chaque hôtel. C'est obligatoire qu'un touriste qui vient passer 3-4 jours sur Marne-la-Vallée dans un hôtel a besoin de se déplacer en voiture à un moment donné pour aller, pour faire 20 km, 30 km, aller à le village, faire des achats ou autre chose. Donc là encore, il faut adapter le produit. Moi, je vais voir les hôtels, je leur dis, voilà, je vous installe une voiture, je vous la loue 500 € par mois et vous vous débrouillez avec vos clients. Tout le monde gagne de l'argent. Et là, on a 50 voitures qui fonctionneraient quasiment tout le temps. C'est ce qu'on va essayer de faire à Village Nature. Village Nature, on va proposer une palette où on mettra une dizaine de voitures à l'entrée de Village Nature pour que les touristes qui sont venus en train ou en transport en commun puissent se déplacer. Donc là, effectivement, après, ça dépend de comment on conçoit le produit. On peut tout de suite mettre 50 voitures sur Marne-la-Vallée. Ça dépend où on les met, ça dépend comment on les met. Si on les met devant chaque mairie, ça ne fonctionnera pas. Si on va voir les hôteliers en proposant un produit intéressant, on a 50 voitures qui seront en permanence en circulation. Donc voilà, la question est qui prend le devant, comment ça fonctionne, qui fait quoi, c'est toujours compliqué, quoi. Mais voilà, moi j'ai une vision très simple de l'autopartage sur Marne-la-Vallée. Hein. C'est 3-4 voitures dans chaque hôtel pour les touristes. Plutôt favorablement, mais après c'est qui paye, comment ça. Donc on est en discussion en fait sur le sujet. Voilà. Et maintenant on a passé un pas, puisque ce serait des voitures en autopartage électrique. Donc en plus dans l'air du temps, quoi. Donc là je discute avec les hôteliers pour proposer, si on parle de mobilité générale, d'installer gratuitement, entre guillemets. J'installe, je pose les voitures et c'est une location mensuelle. Mais là où en fait on change de produit, c'est que l'autopartage, dans le principe, il faut s'inscrire sur Internet, faire ses déclarations de permis, et puis chaque client paye en fonction de l'utilisation. Donc l'autopartage, l'intérêt, c'est je paye à l'utilisation, donc ça me coûte 10 € si je fais 2 heures, mais je n'ai pas le coût de l'assurance, je n'ai pas le coût de l'achat de la voiture, etc. Je paye à l'utilisation. Moi, mon idée, c'est de dire aux hôteliers, je ne vais pas gérer tous vos clients, et le client ne va pas s'inscrire sur Internet pour 2 heures une fois tous les 10 ans. Par contre, c'est vous, je vous facture à vous, j'ai un seul client, c'est l'hôtel, et lui se débrouille avec ses usagers. Et si je loue la voiture 500 ou 600 € par mois, ce qui devrait être le cas, c'est un service pas cher pour l'ensemble de ses clients, qui eux sont prêts presque à payer 10 € par jour ou par demi-journée pour utiliser la voiture. Et là, on est sur un des phénomènes exponentiels et tout le monde est gagnant. C'est un service supplémentaire pour les hôteliers, pour le touriste, et puis pour nous, c'est des revenus. On participe à la mobilité. Donc on est en train de discuter. Non. Ailleurs, on a de l'autopartage, mais classique. Donc on a des stations en ville, et effectivement, c'est les usagers qui vont sur Internet, qui s'abonnent et qui payent au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà. Ça, c'est autopartage classique, comme Autolib, comme Vélib. Mais sur Marne-la-Vallée, si on veut s'adapter aux touristes et si on veut développer l'autopartage, il faut que nous, transporteurs, nous, Transdev, on prenne l'initiative, on sait le faire, on installe. Il y a un coût d'installation qui s'amortit sur plusieurs années, et on met en location, mais pas au client, à l'hôtelier. Voilà. Alors déjà, quand je dis ça en interne, ça défrise certains parce que ce n'est pas le produit standard. Il faut réinventer le produit. Et c'est un peu ça, en fait, la mobilité. Il faut réinventer les produits en permanence et s'adapter. Mais moi, j'ai lancé le pari de mettre 50 voitures sur Marne-la-Vallée, mais au niveau des hôtels. Le client, il est là, il prend la voiture, il revient, il la ramène, il laisse les clés. J'avais plusieurs questions. L'une qui ne vous concerne pas directement, même si vous en avez parlé, puisqu'elle concerne Eurolines, qui vous concerne quand même un peu. Et Eurolines, ça appartient à Transdev. Tout à fait, oui, c'est bien pour ça que je dis. Donc ça vous concerne quand même un peu, mais c'est évidemment pas tout à fait vous, puisque ce n'est pas votre métier actuel, en tout cas, ici en Seine-et-Marne. Mais la question, je me pose, on a libéralisé un marché. Est-ce qu'on a véritablement, alors c'est peut-être un secret industriel, mais est-ce qu'on a véritablement fait des études, est-ce que vous en avez, vous, véritablement fait des études sur la rentabilité, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit pour l'instant très rentable. Et puis d'autre part, mis à part dans quelques grandes villes, on n'a même pas de station d'accueil à niveau. Et ça pose la question du financement de ces stations d'accueil, parce que bon, c'est bien joli d'avoir des bus où il y a Internet, etc. pour le touriste, mais si vous arrivez dans une merde où il y a une cabine de toilette
et que vous passez de 500 passagers jour à 3000, ça pose problème. Donc, effectivement, c'est une première question. C'est finalement, est-ce que c'est un impensé de la loi ou est-ce qu'on a voulu faire vite sans trop penser et qui paye? Puis la deuxième chose, vous avez insisté sur l'information. L'information qu'on donne aux touristes ou plus simplement à l'usager, et vous avez d'ailleurs montré Urban Pulse. Donc c'est un truc intéressant, puisque finalement, ça vous permet à vous de rabattre des clients potentiels sur vos lignes, de fait, puisque en construisant des stations d'autopartage qui mènent aux gares ou aux bus ou des stations vélo, ça vous permet aussi de récupérer des clients. Et donc là, on voit bien que tout l'enjeu, c'est pas de développer de nouveaux réseaux, finalement, parce que ça coûte cher aujourd'hui de développer des nouveaux réseaux pour des collectivités territoriales dont les compétences en matière de transport ont quand même relativement changé et dont les moyens financiers sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Donc l'essentiel, c'est d'utiliser un réseau et de maximiser les liaisons entre les points fixes, si j'ai bien compris votre système, finalement, en donnant de l'information aux gens, en leur montrant qu'ils peuvent aller à une station en garant leur vélo et prendre un bus pour aller à la gare, ils gagneront sans doute du temps. Et finalement, on n'a pas besoin d'étendre une ligne, on n'a pas besoin d'en développer des masses si on peut faire à moindre coût et maximiser le réseau existant. C'est un peu ça. Là, pour répondre à la deuxième question, donc effectivement, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de hiérarchiser les réseaux. Donc une ligne structurante, qui peut être un RER, Marne-la-Vallée-Paris, avec l'idée de, comme le fait Disney actuellement, c'est Disney négocier avec les RATP pour que les RATP achètent un terrain foncier après la station, c'est en train de se faire, pour pouvoir faire une gare de retournement et doubler les fréquences. Voilà. Aujourd'hui, en fait, le problème de Marne-la-Vallée, c'est qu'il n'y a pas de gare de retournement pour le RER. Donc en fait, on est limité sur les fréquences. D'ici quelques années, c'est en train de se négocier entre Disney et la RATP. Donc voilà, la ligne structurante, il y a du passager, il y a de l'usager, donc on la structure, on la densifie avec un mode lourd, le RER, du rail, l'électrique, etc. Et l'idée après, c'est de mailler le territoire en fonction du territoire et avec les modes adaptés. On a le bus pour des lignes moins structurées, mais qui rabattent sur gare ou sur l'hôpital ou sur les émetteurs et d'usagers. Et ensuite, après, on a ce fameux dernier kilomètre où si on veut aller un petit peu plus loin pour rabattre un petit peu tout le monde, ou si on veut supprimer la voiture, il faut qu'on propose des solutions adaptées. Donc c'est le TAD, c'est l'autopartage, c'est le vélo, on lance maintenant la trottinette, enfin il y a un tas de choses qui sont inventées. Donc l'idée, c'est bien de structurer en fonction de la densité de population, la densité des réseaux, et de mettre une ligne de bus là où il y a de l'usager, de construire un site propre, parce qu'il y a un peu plus d'usagers, on a besoin de plus de fréquences et de vitesse commerciale. Et une fois qu'on a atteint encore un niveau supérieur, il n'y a plus qu'à mettre les rails pour faire un tramway ou un RER. Mais l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas de mettre du bus partout, standard, hop, diesel, c'est de bien hiérarchiser les réseaux pour effectivement aller du dernier kilomètre jusqu'au bout sans prendre la voiture. Alors la première question, je ne vais pas me faire taper dessus par tout le monde, mais en plus c'est enregistré, donc je vais essayer d'être propre dans mes propos. Donc, ça ne crée pas d'emploi. Ça vient substituer une activité qui est en perte de vitesse. L'activité tourisme, alors pour ceux qui connaissent pas, donc mon histoire elle est simple. Mon grand-père a créé Marne-et-Morin il y a 70 ans, donc on a commencé par le tourisme. Et moi j'ai connu des trains entiers de véhicules qui partaient tous les étés au Portugal, qui faisaient le tour de la Russie, qui faisaient le tour de l'Europe en car. On prenait le car. Voilà. Aujourd'hui ça n'existe plus ça. Le tourisme en autocar, c'est j'emmène une classe d'élèves à Londres, ou à Paris sur une journée, ou autre chose. Donc c'est une activité, l'autocar pour le tourisme, en déclin par rapport à ce qui s'était passé. Donc la loi Macron, pour nous, Cénoben, ça vient compléter de l'activité. Enfin, Cénoben. Ça ne crée pas d'emploi. Donc moi, je n'ai pas embauché. Alors je fais une ligne, je fais la Paris-Montpellier. Voilà. Donc le groupe m'a confié la Paris-Montpellier sous le nom EasyLine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. EasyLine, donc c'est la marque Transdev en interne pour la France. Euroline étant la filiale qui s'occupe de l'international. Voilà. Donc au départ, la loi Macron, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est qu'avant, on ne pouvait pas faire du cabotage en France. Donc l'astuce était de faire du Londres-Marseille en passant par Paris. Voilà. Donc on s'arrêtait à Paris, porte de Bagnolet, il y a une belle gare routière qui est déjà saturée, et on faisait la ligne. Donc la loi Macron permet de faire un arrêt tous les 200 km. Voilà, c'est la règle, 200 km. Donc aujourd'hui, c'est pas rentable, et c'est pensé... Voilà.
ni par la loi, ni par Transdev, en fait, n'importe quel opérateur. Il y a une opportunité, on se doit d'y aller. Et aujourd'hui, en fait, nos coûts de production sont forcément supérieurs aux recettes. Donc l'idée étant soit de baisser les coûts de production, soit d'augmenter les recettes. Voilà. Donc il va y avoir pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, je prends le cas d'Idébus. L'Idébus, c'est la filiale SNCF qui fait ce même genre d'opération. Ça fait 5 ans qu'ils perdent de l'argent. Bon, jusqu'où on ira comme ça, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, c'est à celui qui en fera le plus. Dans 4-5 ans, c'est à celui qui aura les reins assez solides pour rester sur le marché et vivoter. Donc pour l'usager, c'est intéressant. Il y a une offre supplémentaire. On va mailler le territoire. Ça peut être une opportunité pour certaines lignes ferroviaires qui n'ont pas de rentabilité de fermer. Mais aujourd'hui, pour l'instant, pour nous, c'est pas rentable. C'est normal, c'est un produit qui démarre. Mais on a des coûts de production trop élevés par rapport à ce que ça devrait être. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, une fausse vraie bonne idée. Mais en tout cas, la loi Macron a été faite pour créer de l'emploi. Ça ne créera pas de l'emploi, ou très peu. Moi, j'ai une ligne, je n'ai pas créé un seul emploi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On coupera au montage alors. Donc le montage pour nous, les Transdev, c'est simple. Si on a une filiale Euroline qui fait l'international, on a créé une marque nationale, EasyLine, qui est supportée par Euroline. Donc Euroline prend le risque commercial, c'est lui qui vend les places. Et nous, en fait, filiale locale, on exploite la ligne. Donc moi localement, je ne perds pas d'argent. Je facture à Euroline mon prix de sous-traitance. Voilà. Et Euroline encaisse les recettes. Donc en fait, tout ça, c'est le groupe Transdev. Donc au bout du bout, on perd de l'argent. Mais moi, personnellement, local, je ne perds pas de l'argent. Je vends ma prestation à Euroline et Euroline encaisse les recettes. Voilà. Donc évidemment, pour l'instant, mon coût de production il est plus élevé que ce que Euroline pensait. Et si je fais une critique par rapport au groupe, c'est qu'ils viennent de se rendre compte que la manœuvre coûte cher. Mais oui, il n'y a pas une filiale de Transdev qui est dans la cible en termes de coût kilométrique. Voilà. Donc on pourrait faire comme fait Euroline, c'est-à-dire qu'on va se tourner vers des compagnies low cost ou plus familiales ou moins structurées, qui ont des coûts de production moins importantes, et on pourrait sous-traiter à des groupes familiaux. La loi permet, oui, on permet. Ça, c'est le code d'exploitation, en fait. La nouveauté de la loi, c'est de pouvoir transporter du passager à la place entre 2 arrêts, mais à condition de respecter les 200 km. Voilà. C'est une opportunité supplémentaire de mobilité pour les usagers. C'est pas cher, ça prend plus de temps, c'est pas forcément inconfortable. Juste, peut-être est-ce trop tôt, mais avez-vous une analyse de l'usager? Quel est le profil moyen de l'usager? Quelle est la demande qui s'exprime par ce biais? La demande, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus et ceux qui ont le temps. Donc il y a un peu d'étudiants, il y a un peu de retraités. C'est sûr que ce n'est pas l'homme d'affaires. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur le démarrage, donc on n'a que 3 mois de recul. Ça a bien fonctionné au démarrage, entre guillemets. Il faut que ça monte en puissance. Voilà. Donc en fait, il faut créer l'offre, il faut créer la demande. On est sur 300-400 millions 3 ou 400 000 voyages par an, alors que l'Allemagne est sur 22 millions. Donc il y a effectivement un marché potentiel. Le tout, c'est de le démarrer. C'est d'avoir les reins assez solides pour résister à la concurrence. Voilà. Donc aujourd'hui, la SNCF a changé son nom, a créé Ouibus, Transdev a EasyBus, Keolis a créé encore autre chose. Il va y avoir une guerre de tranchées en fait, pendant quelques années. Et c'est la suite qui restera le plus fort et le plus longtemps pour que les autres s'épuisent et puis finira par gagner peut-être un petit peu d'argent. Peut-être. Mais là, on est loin de la transition énergétique. Comme je disais, on est sur des véhicules diesel, Euro 6. Il n'y a pas du tout d'énergie renouvelable ou autre pour ces véhicules longue distance. Voilà. La question de la transition énergétique ne se pose pas, sauf la motorisation diesel. Voilà. Alors, quel est votre modèle économique vis-à-vis, par exemple, de vos partenaires sur Marne-la-Vallée, puisque vous me dites, oui, je vais aller voir un hôtel, mais je peux aussi aller voir la Vallée Village, réserver des places de parking, leur montrer que... Donc derrière, ce sont quand même des petites installations. Alors certes, vos voitures, elles circuleront, ça c'est clair. Elles circuleront plus que celles que l'on voit notamment à côté de la gare RER ici, où je vois surtout des feuilles mortes sur le capot de la voiture, ce qui prouve qu'elle est peu utilisée. Je ne parlerai même pas du campus Descartes, où l'écomobilité est très à la mode, mais où je ne vois toujours pas les voitures décoller.
Donc, quel est votre modèle économique finalement? Et là, je vous comprends et ça me rassure. Allez voir le client potentiel et développer une gamme de produits auprès du client potentiel. Quel est votre modèle économique là-dedans? Parce que mettre 3 voitures ici, 3 voitures là, etc., c'est peut-être secret. Hein, je ne vous demande pas de révéler les secrets industriels. Il n'y a pas de secret, il est simple. En fait, si j'installe une voiture en ville, voilà, j'ai le même prix d'installation, il faut une borne électrique, il faut une voiture. Sauf qu'il faut que je commercialise ma voiture et que j'ai X clients qui vont l'utiliser 1 heure par jour, 2 heures par jour, à 3-4 euros. Donc là, le modèle, il n'y a pas en France une expérimentation qui est rentable. Voilà. C'est clair, ça coûte de l'argent, c'est le principe de l'offre. Voilà. Donc après, il y a des accords avec les collectivités locales ou pas, elles financent le déficit ou pas. Nous, on est opérateur privé, donc bien évidemment, à un moment donné, il faut qu'il y ait l'équilibre financier. Donc dans ce genre de produits, bien souvent, on contracte avec les collectivités pour financer le déficit. Et là, ça devient du transport public au sens large du terme. C'est-à-dire que la collectivité offre la possibilité à ses administrés d'avoir l'autopartage. Mais c'est compensé par la collectivité. Moi, ce que j'imagine, c'est que quand je vais vendre une voiture en location à 500 € à un hôtel qui a 500 chambres, moi, je ne prends pas de risque parce que j'ai calculé mon coût sur plusieurs années. Donc, j'amortis le véhicule, j'ai une recette en face. Donc, j'ai un client, j'ai calculé mon coût. Et lui, le client qui a 300 chambres, s'il n'arrive pas à faire 500 € de recettes sur un mois, c'est qu'on a un problème quelque part. Voilà. C'est quelques recettes, c'est quelques euros par jour. Donc, soit il augmente le prix de sa chambre, ou soit il crée un service. Mais je dirais même que le service, il va gagner beaucoup plus d'argent que nous, Transdev, puisque nous, on va avoir un produit, on va dire, c'est 2-3 €, 1 € du kilomètre. Celui qui fait 10 heures de vol pour venir à Marlin-Vallée 5 jours, il n'est pas à 20 € près pour se balader en voiture. Et donc je pense que l'hôtel peut même gagner de l'argent en vendant notre produit. Et nous, on sécurise une recette puisqu'on a calculé un modèle économique. On a un client, on lui loue une voiture. C'est un calcul économique simple en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut réinventer le modèle. L'autopartage standard, c'est souvent la collectivité qui paye pour offrir un service supplémentaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, qu'il y ait un seul client pour 2-3 voitures, mais que tous les mois, j'ai un contrat et entre guillemets, j'ai un virement bancaire de 500 € et je ne me pose pas la question de la recette. J'ai calculé mon prix, j'ai mes recettes tous les mois et l'hôtelier vend un produit supplémentaire qui ne lui coûte rien en fait. Enfin, qui lui coûte 500 €. Mais je l'ai mis à disposition, j'ai mis le matériel, j'entretiens le matériel. C'est presque génial, c'est presque trop simple pour que ça soit beau, quoi. Très bien. Cela étant, j'ai encore une autre question. Finalement, aujourd'hui, on a les moyens, effectivement, de faire que l'usager prenne des transports avec des mobilités douces. D'ailleurs, ils en sont tous convaincus. Si vous regardez les derniers sondages ou les dernières études qui sont faites, on a tous une très grande conscience écologique, surtout au moment de la COP21. Donc ça nous relance. Sauf que on voit l'autopartage, on ne l'apprend pas. On est feignasse quand on veut prendre notre vélo ou la trottinette, sauf à Neuilly, sur Seine. On voit beaucoup dans le 16e aussi. Voilà. Mais cela étant, comment convaincre le consommateur de changer ses habitudes aussi et de passer réellement à de l'écomobilité? Alors, vous avez parlé des parkings sécurisés pour les vélos. Alors c'est vrai, dans mon cas, ça me rassure un peu, même si je n'ai pas un super vélo. Je n'ai pas envie de me le faire faucher, de faire 5 km à pied pour rentrer chez moi. Mais en même temps, voilà, comment on incite le consommateur? Alors ça peut passer par des services effectivement sur iPhone, iPad, etc. Encore faudrait-il que le réseau soit 4G, fonctionne un peu sur le Val d'Europe, mais bon, ça c'est une autre question. Comment on arrive à convaincre le consommateur habituel? Là, il ne s'agit pas du touriste qui peut avoir un effet d'aubaine et qu'on capte, mais comment on arrive à persuader le consommateur, parce que vous aussi, capter ses clients et les ramener, ça vous intéresse évidemment sur vos lignes, et plus généralement, donc ça vous intéresse. Comment vous envisagez ça? Comment vous pouvez mener des campagnes auprès de vos clients? Parce que ça reste quand même un très gros problème. Il y a des expérimentations dans des villes à l'étranger. Alors, ce sont certes des petites villes, mais il y en a une en Islande où les autorités publiques ont fait une campagne, ont expliqué, il y a eu des démonstrations. Enfin bon.
Évidemment, c'est l'Islande, c'est plus petit, etc. Mais on pourrait imaginer des campagnes de marketing, de conviction sur le Val d'Europe, parce que c'est quand même encore assez petit, malgré tout, pour les habitants et pour les usagers, et essayer de convaincre, effectivement, de prendre des mobilités douces, notamment pour le dernier kilomètre, essayer d'avoir des mobilités transverses. J'ai pas forcément de solution toute faite, mais en tout cas, en Ile-de-France, c'est compliqué, parce que vous savez que toute la mobilité d'Île-de-France est gérée par les syndicats des transports parisiens. Donc tout ce qui se fait ici à Marne-la-Vallée se décide de rue de Châteaudun à Paris. Donc c'est déjà compliqué. Si on prend le cas de Marne-la-Vallée, tout le monde s'occupe de transport. Donc on a les collectivités, hein, le SAN, Marne-et-Gondoire, etc. On a Disney qui s'occupe de son côté, on a Village Nature qui commence à s'en occuper, on a le syndicat de transport qui devrait s'en occuper et qui a du mal à... Et au milieu, il y a nous tous. Donc j'ai pas vraiment de solution miracle. Simplement, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. En termes d'information voyageur, ce que je vois, pour moi, l'information voyageur est primordiale. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on met des solutions en place qui sont déjà dépassées. Je m'explique. Sur le Marne-la-Vallée, on installe le SAEIV, l'information voyageur au point d'arrêt. Bon. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui, donc plutôt que de sauter une génération, de sauter un cran et de dire l'information elle est en temps direct sur mon smartphone, votre prochain bus dans 5 minutes, on est en train d'installer des bornes au point d'arrêt avec SFR. Donc SFR sur Marne-la-Vallée, c'est pratique. Donc aujourd'hui, on déploie des solutions qui sont dépassées en fait. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'arrêt pour savoir quel est mon bus, dans combien de temps arrive mon bus. J'ai besoin de savoir est-ce que j'ai un bus qui passe à proximité et dans combien de temps, et directement dans ma salle à manger sur mon smartphone. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu en décalage entre ce qu'on voudrait faire, ce qui se fait au niveau technologie, au niveau de l'information, et ce qu'on fait nous réellement transporteurs. Et aujourd'hui, le STIF, je vous dis, finance. Sur Marne-la-Vallée, on est en train d'installer, il y a une centaine d'arrêts, où on va voir votre prochain bus dans 5 minutes. Dans un an, il sera opérationnel, pas avant. Mais pour moi, c'est déjà dépassé en fait. Donc je n'ai pas de solution miracle sur comment faire venir les clients. Tout ce que je sais, c'est que quand je vois les réseaux, quand je me déplace sur les réseaux, il y a un manque flagrant d'information. Et je pense que quand on n'a pas l'information facile aujourd'hui, on ne va pas la chercher et on n'a pas envie en fait. Et on prend la voiture, on y va, quoi. Voilà. Alors que si on a l'information qui arrive d'une façon très fluide, c'est quoi mon moyen de transport pour aller à la gare? Est-ce que j'appelle du Uber Pop? Est-ce que j'ai un taxi? Est-ce que j'ai un vélo? Est-ce que j'ai une ligne de bus qui passe devant chez moi? Est-ce qu'il y a un TAD? Ça devrait être fluide et avoir le choix tout de suite, à l'instant T, quel est le meilleur moyen d'aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Aujourd'hui, c'est pas ça, l'information voyageur. C'est je vais jusqu'à mon arrêt de bus ou je vais sur Internet voir à quelle heure est le bus, à condition que je sache quelle ligne, à condition que... Il y a beaucoup de conditions en fait. Donc en fait, nous, on n'est pas bon sur l'information voyageur. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Des solutions miracles, j'en connais pas beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, ça réside dans l'information et non pas dans les solutions techniques. On a les solutions techniques, mais en fait, tout ça, c'est pas mis en œuvre en fait. Voilà. Là, je vous suis, mais par exemple à Lyon, si je prends le cas de Lyon que vous connaissez parce qu'ils se font beaucoup de pubs aujourd'hui, vous avez une application qui est assez extraordinaire puisque en train de développer, j'ai en instant réel, si je roule dans ma voiture, un contact avec mon GPS me disant écoutez, vous avez 1 heure pour faire ce trajet, mais il y a un parking à 300 mètres et là il y a un bus qui vous emmène et vous gagnez 30 minutes. Donc je reçois un flash et moi qui suis conducteur, j'ai le choix. Après, évidemment, je peux préférer être dans ma voiture, etc. Ou me dire, oui, mais si je me garde dans ce parking, comment j'y reviens après? Bon, il y a un coût d'opportunité de calcul, mais cela dit, ça existe aussi en Suisse. Ça existe, ouais, ça existe. Et c'est vrai que je trouve un petit peu dommage que sur Marne-la-Vallée, où on a la chance d'avoir un petit territoire malgré tout, ou même en Seine-et-Marne, on n'ait pas cette information instantanée où on vous dise sur l'autoroute, écoutez, bon, c'est comment ça marche sur l'autoroute. Hein. Bon, c'est la théorie de l'optimisme. Hein. Vous incitez les gens à prendre tel ou tel parcours. Et donc, les informations qu'on donne pseudo en temps réel sont quand même relativement fausses de temps en temps. Donc, mais l'idée, c'est quand même ici d'avoir une information vérifiable, vraie, et d'avoir l'opportunité de changer éventuellement de mode de transport, même si on est à l'intérieur au chaud de sa voiture, et de se dire je saute parce que là... je peux me garer, je peux prendre un RER, je peux éventuellement prendre un vélo ou je peux éventuellement trouver un autre mode de transport tout de suite. Ça existe. C'est développé sur des villes comme Lyon, donc ce n'est pas des petites villes. Ça marche.
c'est développé en Suisse aussi, à Genève, c'est développé dans le Valais aussi. Donc on commence à voir des choses qui se combinent. Et j'ai l'impression qu'effectivement en France, c'est ce que vous dites, quoi. On a encore, quand je prends l'application Transilien ou d'autres, l'information est d'une part médiocre, j'en ai pas beaucoup, et finalement elle n'est pas surtout en temps réel, et elle ne m'indique pas une solution alternative finalement. Et ça concerne aussi la manipulation des données. Bon, derrière tout ça, il y a un problème technologique, ce sont l'accessibilité aux données. On sait très bien que les données de transport sont des données sensibles pour chaque transporteur. Si on parle d'information, quand vous prenez le bus le matin pour rejoindre le RER, vous avez quand même envie le soir que le RER ou le train arrive à l'heure et que le bus soit présent. Déjà, entre la SNCF et nous, transporteurs, ça ne cause pas beaucoup. Donc, quand il y a un retard sur les trains, nous, on ne le sait pas. Donc, on attend le train, on n'attend pas le train, on part pas. Donc, l'information n'est déjà pas fluide entre deux transporteurs. Il n'y a pas de dialogue, en fait. Donc, le soir, les derniers trains, dans certaines villes, les derniers trains sont, si je prends Meaux, il n'y a pas de train à l'heure, mais Meaux, par exemple, le dernier train, c'est 23h et quelques. Il n'y a plus personne en gare. Il n'y a plus qu'un bus qui passe à cette heure-là. Il n'y a pas de train. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas, on n'a pas l'information. Voilà. Donc nous, on a des consignes qui dépendent du conducteur. C'est-à-dire quand c'est le dernier train, le dernier bus, on attend le train. Mais en pleine journée, en fait. Qu'est-ce qu'on privilégie? On attend le train au détriment des voyageurs sur la ligne, ou on part et on n'attend pas le train. Voilà. Donc c'est toujours compliqué. Enfin, l'information voyageur, déjà, elle ne fonctionne pas entre transporteurs. Et nous, notre métier principal en Seine-et-Marne, en tout cas, c'est le rabattement sur gare, au-delà du transport scolaire ou autre, c'est le rabattement sur gare. Donc le matin, il y a peut-être moins de soucis, mais le soir, quand il y a des retards, quand il y a des perturbations, on n'est pas au courant. Quand il y a une perturbation, d'un seul coup, le car, il est surchargé. Voilà, il faut appeler les CRS en gare routière, puisqu'en fait, il y a les millions de voyageurs qui prennent le RER, ils prennent le bus d'un seul coup. Donc moi, j'ai vu des situations où on n'allait plus en gare routière, parce que c'était l'agression systématique. Encore une fois, on n'a pas l'information. Donc on n'arrive pas à gérer le flux. Donc pour moi, dans le réseau de transport, quel que soit le client final, c'est le nœud de la gare, c'est l'information. Qu'elle soit numérique, qu'elle soit sur le poteau d'arrêt, qu'elle soit en gare routière, qu'elle soit entre les opérateurs. Tant qu'il n'y aura pas un bon niveau d'information, on n'arrivera pas à faire prendre les transports en commun aux usagers, quoi. Et je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas les transports en commun parce que le soir, elles ne sont pas sûres d'avoir un bus. Alors, déjà parce que peut-être qu'on n'est pas bon, peut-être que le bus il n'est pas là, mais aussi parce que le train est en retard et que la SNCF elle ne nous dit pas que le train sera en retard. Donc nous, opérateurs en bout de ligne, on a des problématiques tous les jours de retard. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas. Et j'imagine quelqu'un qui passe sa journée sur Paris, qui arrive, qui n'a pas de bus pour rentrer chez lui, c'est compliqué. Donc il y a l'information voyageur, c'est le nerf de la guerre. Et quand on est, pour reprendre les propos du départ, quand on est étranger, quand on arrive dans une ville, c'est l'horreur. Quand on arrive en France, c'est l'horreur. Je ne sais pas comment font les gens à Marne-la-Vallée pour se déplacer quand ils sont touristes. Et les touristes à Marne-la-Vallée, il y en a quand même quelques-uns. En fait, en parlant de touristes, en parlant d'étrangers, moi je suis nouvelle à Marne-la-Vallée cette année et franchement, une fois que je suis arrivée à la gare de l'RER Val d'Europe, je voulais partir à Bailly. Il n'y avait personne pour me dire quel bus je dois prendre. Personne. Je vois devant moi énormément de bus et je passe comme une malade devant tout le monde. Alors c'est quoi le bus qui part à Bailly et qui passe par une adresse que je veux? Alors tout le monde me dit non, je connais pas l'adresse, désolé. Non, je connais pas l'adresse, désolé. Je cherche l'application, même sur l'application Transdev ou je sais pas quoi. Quand je cherche, non parce qu'en fait Transdev.fr, un truc comme ça. Je sais pas. Enfin, une nouvelle personne, elle sait pas un petit peu où elle doit chercher. Donc moi, quand j'ai commencé à chercher sur l'application pour faire l'itinéraire de par exemple l'RER A jusqu'à par exemple Bailly, je n'ai pas trouvé l'indication d'itinéraire. Il fallait que je choisisse la ligne. Mais moi, je connais pas la ligne qui part à Bailly. C'est ce que je dis, c'est un parcours de combattant voilà. pour trouver la ligne, la destination, son arrêt, où est l'arrêt. C'était pas une question, c'était une petite remarque, c'est tout. C'était juste pour prouver que vraiment il n'y a pas d'information. Et en fait, les réseaux sont faits pour les habitués de tous les jours. Celui qui prend son train tous les jours, à heure fixe. Ouais. Oui. Non, mais moi,
Bonjour, moi j'habite Céris. Avant 6h30, il n'y a pas de bus. Vous êtes infirmière à Paris, je ne sais pas comment vous pouvez prendre votre poste à 7h du matin. C'est le cas de ma fille. Après 20h30, vous n'avez plus de bus non plus. Donc voilà. Donc il n'y a pas que les touristes. Hein. Je Oui, non, garantir mais que les résidents sont... après l'offre de transport, elle ne dépend pas de l'opérateur, elle dépend des collectivités. Tout à fait. Quant au réseau des pistes cyclables, ça fait 9 ans qu'on se bagarre beaucoup avec le SAN et les diverses communes. Si nous avions un réseau cohérent de pistes cyclables, peut-être que les gens prendraient un peu plus leur vélo, ce que nous faisons personnellement et nos enfants aussi pour aller travailler. Mais bon, voilà, je veux dire, on ne peut pas rouler non plus sur rien. On n'est pas aux Pays-Bas où les gens ont 3 vélos par personne. Non, effectivement, on est en France. Et en plus, on est sur une ville nouvelle. Donc Oui, mais ça, c'est un peu dommage, puisque depuis 92, je pense que quand même, on aurait peut-être pu anticiper, quand même, le politique aurait dû anticiper, Disney avec, de ne pas faire une ville orientée sur le tout voiture, mais de prendre en compte effectivement déjà à cette époque-là les modes doux, puisqu'à cette époque, on avait quand même déjà en Allemagne le quartier Vauban à Fribourg. Donc je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose, en tout cas dans ce quartier du Val d'Europe. Oui, mais je ne rentrerai pas dans le problème politique de Val d'Europe, de Marne-la-Vallée. C'est pas mon rôle, mais c'est effectivement, moi ce que je me rends compte, et ça n'engage que moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autorité politique sur Marne-la-Vallée. Et on l'a vu encore récemment, Céris qui n'a pas voté pour la ville nouvelle, alors ça me dépasse. Mais tant qu'il n'y aura pas une unité politique sur le secteur, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, mais il y a 5 villages qui sont devenus 5 villes, qui ne sont pas tous d'accord ensemble. Là-dessus, il y a un syndicat de transport qui gère 3 collectivités, donc 28 communes, avec des problématiques différentes. Il y a 7 gares RER, il y a le STIF, il y a Disney, il y a un village nature. Donc les relations, moi je prends des coups tous les jours. Personne n'est content. Mais voilà, après il y a le STIF qui décide, ça avance pas vite. Le secteur de Marne-la-Vallée, pour moi, c'est un des réseaux les plus compliqués à gérer. Effectivement, peut-être que l'offre n'est pas suffisante, certainement qu'il manque beaucoup de choses. Après, on retombe sur un problème de financement qui finance. Est-ce qu'il y a assez de bus est-ce qu'il y a assez d'usagers pour les bus? Mais au-delà de ça, sur Marne-la-Vallée, c'est compliqué, puisque la couche transport n'est pas cohérente avec la couche politique, et la couche politique n'est pas cohérente entre elles. Donc pour les problématiques de mobilité, c'est un casse-tête permanent. Voilà. Et Disney parle directement avec le STIF, et Village Nature parle directement avec le STIF, les hôtels parlent directement avec le STIF, le syndicat de transport essaye d'exister, le SAN parle avec le STIF, et nous on se prend des coups par le STIF. Enfin voilà, c'est infernal en fait. C'est infernal. Il y a tout de même quelque chose que vous avez souligné à plusieurs reprises, et à quoi il ne me paraît pas si compliqué que cela de répondre. C'est le problème de l'articulation de l'information. C'est aussi simple que cela, que quelqu'un qui descend du RER, qu'il soit résident, jeune, nouveau, ou qu'il soit occasionnel, peu importe à ce niveau-là, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à coordonner de l'information? Et puisque vous évoquiez le STIF, est-ce que ça n'est pas aussi une responsabilité de l'organisateur, du coordonnateur de l'ensemble des transports, que de prévoir une normalisation de l'information, et à partir du moment où cette normalisation pourrait se faire, elle pourrait aussi se faire en plusieurs langues sans que ce soit tellement plus compliqué. Alors la réponse, qui décide de cette articulation? Enfin, c'est insupportable d'entendre dire au XXIe siècle que entre l'opérateur ferroviaire et l'opérateur routier, il n'y a pas cette information minimale, le train numéro tant est en retard de 10 minutes, ou quoi que ce soit d'autre. Si on prend l'exemple qui nous concerne, la Céris, Alison Delbar, qui est la directrice de la Vallée Village, voulait faire une navette privée entre la gare de Céris et la Vallée Village. Pas très compliqué, parce que sa clientèle, c'est majoritairement des Asiatiques qui viennent en transport en commun. Donc, arrivé à Céris, pas d'information, pas de panneau, pas de transport. On est incapable de répondre à cette problématique, parce que la loi ne nous autorise pas à faire une navette privée en vendant des places privées. Tout simplement. Donc il faut que ça soit une ligne publique, avec une tarification publique. Mais il n'y a pas de place non plus pour avoir la gare. Enfin voilà, j'ai dit à Alison, je ne sais pas répondre à ta demande, parce que la loi ne m'autorise pas à faire du transport privé à la place. Donc prendre des clients d'un point A à un point B, en dehors de la loi Macron à 200 km, on ne sait pas faire.
Il y aurait une souplesse pour l'Île-de-France, mais la distance va être 40 km. Donc en Île-de-France, 40 km, il n'y aura pas de lignes qui vont être créées plus que ça. Mais en tout cas, de prendre les gens à Céris en transport privé, payé par les usagers, qui prennent le train, qui achètent un ticket pour aller à la Vallée-Village, la loi nous interdit, par exemple. Donc avec Alison, on se bat, on ne sait pas faire de navette privée pour elle au départ de gare à chez elle, en transport régulier public. On sait le faire, hein. On met un minibus, ça coûte, on sait faire un prix. On sait faire un prix. Donc Alison est d'accord pour le payer l'expérimentation, quelques mois, mais au bout du bout, c'est un service que l'usager doit payer. Mais aujourd'hui, en France, je ne peux pas créer une ligne de bus privée et les usagers payent un prix privé avec un risque commercial 100% privé. Moi, je ne demande pas de fonds publics. Alison non plus. C'est-à-dire on met en place une navette, le client il vient, il prend un ticket de bus à un prix qu'on aurait défini. Ça peut être 10 euros, ça peut être 1 euro, ça peut être 50 centimes. On n'a pas le droit de le faire. La loi Macron le permet maintenant en France pour des longues distances, mais il ne le permet pas pour une simple navette Céris-La Vallée-Village. Si je peux faire le comparaison, quoi. Non. Il y a deux questions. Bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport, là je sors un peu du sujet de Val d'Europe et de revenir un peu plus vers Paris. Vous avez parlé tout à l'heure de la partie électrique et bus électrique au niveau Paris sur les développements, etc. Et vous avez dit qu'aujourd'hui vous pouvez, à condition de rajouter un système extérieur au niveau d'électricité, vous pouvez avoir des bus complètement électriques. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'était savoir comment, avec l'énergie actuelle qu'on a en France, on va arriver à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir recharger tous les bus de Paris, pour premièrement, et à terme, éventuellement, si on va plus loin, et on a cette vision à plus long terme, sur l'Île-de-France, parce que ça sera sûrement peut-être un jour étendu à l'Île-de-France. Comment est-ce que... C'est la question qu'on se pose, en fait. S'il faut ouvrir les usines à charbon pour faire l'électricité, c'est pas forcément la solution idéale. Donc aujourd'hui, on sait faire fonctionner un bus électrique de façon autonome, grande capacité. Les premiers arrivent en France dans les semaines à venir. Donc chaque transporteur va à la RATP, Transdev, Keolis, chacun a acheté son bus et va faire son expérimentation. Mais on sait que mettre 20 bus électriques sur un centre, ça pose des problèmes d'alimentation du quartier. Donc il va falloir créer des stations d'alimentation puissantes. Et on sait très bien qu'à terme, on ne peut pas tous rouler tous à l'électrique parce qu'il faut produire l'électricité. Donc, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut pas de charbon. Donc, je ne sais pas si on arrivera à fournir avec l'eau et l'air assez d'électricité pour tout le monde. Donc, c'est forcément un mode transitoire. C'est une expérimentation, c'est un mode transitoire. Je ne suis pas certain que ce soit le mode qu'on va retenir pour les années à venir. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs solutions en fonction de la configuration des territoires. Donc peut-être qu'on va maintenir des petits véhicules électriques pour les centres-villes parce que c'est nécessaire et parce qu'il y a la nuisance sonore, la nuisance en termes de pollution et de particules. Peut-être qu'on va garder les normes Euro 6 et qu'on va encore faire des progrès sur les moteurs pour aller un petit peu plus loin. Il y a l'hydrogène qui arrive. Il y a peut-être d'autres solutions qui vont encore arriver. Mais il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. En tout cas, c'est sûr qu'on ne pourra pas alimenter tous les véhicules électriques. Si on devait imaginer que toute la flotte RATP passe 100% électrique, c'est matériellement impossible, quoi. Il y a le bus hybride qui fonctionne très bien. On gagne 20-25% de consommation. Il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire, c'est déjà un gain. C'est énorme. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Voilà. Mais le full électrique, c'est une idée séduisante qui a forcément ses limites. Voilà. Donc je ne suis pas persuadé qu'on aille à 100% vers le full électrique. Il y aura des collectivités qui vont le faire, il y a des solutions. Si on prend l'histoire du gaz naturel, ça a été une mode il y a 15 ans. Donc nous, Transdev, on a 2 stations en Ile-de-France, à Orsay et à Meaux. Pendant 15 ans, on n'a rien fait. Même pire, il y a quelques années, le STIF nous demandait de renouveler des bus au gaz par des bus diesel. Donc ma flotte de Meaux, pendant 2-3 ans, a baissé au profit du diesel. Et aujourd'hui, le STIF dit non, on repart sur le diesel. Donc entre ce que disent les politiques et ce qui se passe sur le terrain, il se passe des choses. Donc pendant les 2 dernières années, le STIF ne finançait plus de véhicules propres, plus d'hybrides, plus d'électriques, plus de gaz naturel.
on a acheté des véhicules diesel pour remplacer des véhicules au gaz naturel, par exemple. Ça ne se sait pas. Donc il a fallu effectivement que certains se fâchent pour redémarrer et obliger les gens. Et aujourd'hui, on nous oblige à acheter du gaz naturel et de l'hybride. Voilà. Donc il faut... Mais il n'y a pas une solution qui va être retenue, il y aura plusieurs solutions. L'hydrogène en est une qui est en train d'être expérimentée. Est-ce qu'il y a des questions rentrées? Merci.